Qu'est-ce que le monde retient quand on parle de la communication? Oui, ce soir, Chiroma va encore nous mentir, mais on va quand même l'écouter. Cette élection, c'est pas une élection ordinaire. C'est une élection extraordinaire. Notre invité du jour naît à Garoua en 1946. Après des études ferroviaires au Cameroun, il s'envole vers la France où il obtient son baccalauréat C et son diplôme d'ingénieur. Quelque temps plus tard, il revient au Cameroun et intègre la régie Fercam, la régie des chemins de fer du Cameroun, où il va gravir plusieurs postes de responsabilité. Seulement en 1984, sa vie bascule. Arrêté après la tentative de coup d'État manqué contre Paul Biya, il va séjourner pendant environ 6 années au sein de la prison centrale de Yoko. Libéré en 1990, il s'engage dès lors dans le combat démocratique et participe à la fondation de l'UNDP dont il deviendra le secrétaire national. En 1992, il devient ministre des Transports, une nomination qui va lui valoir quelques tensions, notamment au sein du parti UNDP dont il sera exclu quelques années plus tard. Et après cette fracture et cette rupture, il fonde donc son propre parti politique, d'abord l'ANDP en 2002, ensuite le FSNC, le Front pour le Salut National du Cameroun en 2007, et 2 années plus tard, il devient ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement pendant 10 années. En 2019, il devient ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Mais coup de théâtre, en juin 2025, il annonce sa démission de ce gouvernement, dans la foulée sa candidature à l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, avec nous, il va partager qui il est vraiment, qui est notre invité derrière le politicien. Nous allons découvrir sa vision, ses convictions. Nous allons découvrir son projet pour le Cameroun. Ceci dans une interview spéciale présidentielle qui d'ailleurs commence maintenant. Vous l'aurez compris, notre invité du jour est Issa Chiroma Bakary dans une interview spéciale présidentielle. Bonjour Monsieur le Ministre, bienvenue. Bonjour Hélène, merci de me donner l'opportunité de m'entretenir avec vous. Merci. D'accord. Alors, vous reconnaissez-vous dans ce portrait de vous que nous venons de dresser? Oui, ce portrait à grands traits a dit des choses me concernant. J'espère que j'aurai l'opportunité de revenir parce que ma trajectoire n'a jamais été linéaire. Donc, je suis prêt à répondre à toutes les questions qui contribueront à faire connaître à la nation qui est Monsieur Chiroma. Quel était le rêve d'enfant du petit Issa? D'abord, le petit Issa est né dans une famille de notables. Mon père était Chiroma du Lamida de Garoua. Il a régné avec le Lamido Ayatou, qui est vraiment le père fondateur de cette dynastie. Et mon père était réputé pour être quelqu'un avec un caractère et un tempérament bien assis, qui se faisait respecter en raison de l'idée qu'il se fait de la gouvernance, de l'administration, quand bien même il s'agissait du Lamida. C'était une fonction pour laquelle il avait beaucoup de... Il s'était donné sans réserve, côté du Lamido Ayatou. Et donc je suis né là-dedans. Mon père était donc ce grand notable du Lamida et j'ai grandi entre la concession de mon père et celle du Lamido. Ce qui fait que déjà, je voyais comment fonctionnait le Lamida. Et puis voilà, je me suis mis donc à penser comme si j'étais mon père à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait, vraiment très jeune. Et j'en étais marqué, j'en étais très impressionné et puis voilà. Si le petit Issa a rencontré l'adulte que vous êtes aujourd'hui, serait-il fier? Que lui dirait-il? Alors, si le petit Issa pouvait rencontrer l'adulte que je suis, l'homme que je suis, je pense qu'il serait fier de l'évolution de son existence.
il est bon peut-être de mentionner que c'est à l'âge de 16 ans que je passe mon certificat d'études. Vous avez dit que j'ai fait des études ferroviaires, c'est vrai. Parce que moi, je n'ai pas suivi la trajectoire classique, la trajectoire normale que tous les autres enfants, disons, mais oui, ne sont pas passés par là. Parce que moi, j'ai commencé d'abord par être apprenti. J'ai été recruté à Garoua au cours de l'année 61-62. L'indépendance avait 1 an. Et c'était pour la première fois donc qu'on a pensé que dans le cadre donc du chemin de fer et dans la perspective de l'avènement du Transcam 2, qu'il était utile, qu'il était normal, qu'il y ait des fils du Septentrion qui également participent qui prennent part à l'organisation et à la marche du chemin de fer. C'est donc dans cette perspective que j'ai été recruté pour être d'abord apprenti dans le centre d'apprentissage du chemin de fer à Bassa Douala. Et voilà, j'ai été recruté. Et puis après, Vous avez gravi les échelons. J'ai gravi, j'ai gravi, et de manière extraordinaire. Parce que dans l'histoire du chemin de fer, je pense que de toute l'histoire du chemin de fer, nous avons été, je crois, 4 ou 5, être recrutés pour être ouvriers, et puis finir ingénieur de chemin de fer français, et puis ingénieur de notre établissement. À l'échelle nationale, 3, 4 ou 5? Oui, à l'échelle nationale. Impressionnant. Oui, de toute l'histoire du chemin de fer. Oui, je pense que nous avons été, 5. Malheureusement, 2 sont décédés, et nous sommes restés à 3. Toute l'histoire, partir donc pour être ouvrier, et puis finir comme ingénieur de chemin de fer français, et puis ingénieur d'une école supérieure de matériaux à Paris, c'est exceptionnel. Ouais. Exceptionnel. Et je peux même dire que le plus beau jour de ma vie, c'était le jour où j'ai été élevé à la dignité de ministre des Transports. Oui, ça, c'est une suite logique. Oui, alors ministre donc des Transports, et puis je me retrouvais du coup patron du chemin de fer. Et il se trouve que le directeur du chemin de fer de l'époque, qui était mon patron, devenait donc mon collaborateur. Je l'ai convoqué. Vous savez, c'est un plaisir immense. Et ça fait partie donc des choses qui méritent d'être dites afin que tout un chacun sache que, quelles que soient les conditions initiales dans la vie, les conditions initiales, c'est une chose. Mais la volonté de gravir toutes les échelles, c'est autre chose. Oui, le petit Issa est très fier de vous. Ah oui, je crois que oui. Parlons du Nord. Quel regard posez-vous aujourd'hui sur votre ville natale? Garoua? Oui, Garoua. Garoua a connu évidemment une évolution incontestablement. Aujourd'hui, Garoua est réputée la ville la plus propre du Cameroun. Garoua était très bien tracé par le président Ahidjo. C'était sa ville natale. Et cette ville a été bien tracée, bien, avant qu'il ne quitte le pouvoir. Effectivement, Garoua était très bien. Aujourd'hui qu'on a donc réparé tout ce qui était cassé, du fait de l'intempérie et autres, Garoua est redevenu évidemment ce qu'il a été à un moment donné de l'histoire. Suis-je fier? Oui, de la ville, oui, mais pas des habitants, pas des populations. Pourquoi? Parce qu'il y a la pauvreté, parce qu'il y a la misère. Ouais. Garoua n'était pas comme ça. Vous l'avez d'ailleurs mentionné dans une lettre adressée au président de l'Assemblée nationale, où vous accusez directement et indirectement les élites du Septentrion d'avoir appauvri le Grand Nord. Vous parlez d'actes de trahison et de négligence envers les populations, d'absence de politique de développement local. Vous parlez aussi de discrimination dans la fonction publique. Vous avez évoqué plusieurs raisons. Avant de nous centrer sur le Grand Nord, est-ce que ce constat-là est valable pour les élites d'autres régions? Je ne saurais parler à la place des élites d'autres régions avec une précision aussi aiguë que celle-là. Les élites du Septentrion, membres du gouvernement, ou à quelque niveau que ce soit,
ont la responsabilité d'être des visionnaires. Et dans le cadre donc de la répartition des responsabilités dans la distribution de la richesse nationale, les élites de la région ont la responsabilité de veiller à ce qu'il y ait équité dans le partage de la richesse nationale, quelle qu'elle soit. Qu'il s'agisse de la richesse naturelle, qu'il s'agisse de la responsabilité au niveau gouvernemental. Bref, qu'il y ait équité dans... Or, tel n'est pas le cas. Je vais vous prendre un cas très simple, mais qui est parlant. Le nombre de députés à l'Assemblée nationale, c'est au prorata de la population. Prorata de la population. Le cas le plus flagrant, aujourd'hui, qui nous interpelle en permanence, prends l'exemple donc de mon département ministériel avec plus d'1 million d'habitants, où nous avons 4 députés, et toute la région du Sud, où le chef de l'État est originaire, a 11 députés. Alors, quel est le critère dont on a fait valoir pour qu'il y ait une telle discrimination? Plus de 1 million, vous avez 4 députés. Ailleurs, avec moins de 600 000, vous avez 11 députés. C'est le cas le plus flagrant de l'iniquité dans le partage, dans la gouvernance, dans la gestion. Aujourd'hui, par exemple, à l'extrême nord, ça va au-delà de 70%. 70% de la population se trouve aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. Puis suit le nord, ainsi de suite. Or, c'est cette partie qui a toujours contribué de manière significative à la réélection du président Biya. Ce que je dis, j'ai donc interpellé toutes les élites pour dire que Biya n'y est pour rien. Si les élites du septentrion n'acceptaient pas, ne validaient pas sa répartition, les choses ne seraient pas ce qu'elles sont. C'est parce que tous, nous restons muets alors que nous voyons que nos populations se trouvent dans une indigence, dans un déni de droits incompréhensible. Vous savez, jusqu'à présent, personne n'a démenti tout ce que j'ai dit. Personne n'a démenti. Donc, c'est quand vous évoquez cet aspect-là, je me plais toujours à le dire. Je comprends, Monsieur le ministre, mais ces 2 dernières décennies, tout comme vous, d'autres élites étaient, si ce n'est pas au pouvoir, proche du pouvoir, du moins aux manettes. Comment comprendre que de hauts commis de l'État aient regardé, laissé faire, et certains disent même contribuer à la dégradation d'une partie du pays? Oui, votre question elle est pertinente, madame. J'ai interpellé le président de l'Assemblée nationale et quelque part j'ai rappelé que ça fait 5 ans qu'il cherche à rencontrer le président de la République pour lui faire part de cette dégradation, pour lui faire part de cette situation. J'ai également rappelé que le même président de l'Assemblée nationale, lorsque la famine a frappé une bonne partie de la partie septentrionale, en particulier à l'extrême nord, il a voulu nous réunir pour qu'on se cotise, afin de mettre à la disposition de nos populations tout ce que l'argent nous aurait réuni pouvait acquérir, à manger, à boire, ainsi de suite. Ça n'a pas eu lieu simplement parce que c'était fait probablement au mauvais moment. C'est pas à la fin d'une élection présidentielle qu'on va dire qu'il y a famine quelque part. Donc, je dis que c'est parce qu'il y a un silence complice. Je ne saurais dire de la connivence, non. Mais il y a un silence complice. Donc, notre responsabilité, c'est de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a iniquité dans le partage de la responsabilité. Donc, quand j'ai dit qu'à la fonction publique, il n'y a pas, on est inférieur à 7%, cette chose-là l'est d'autant plus vrai que en 2003 ou 2004, nous avons rédigé un mémorandum de problèmes des fils du septentrion. C'est exactement la même chose. Madame, regardez, on a l'habitude de montrer une file 1 km, 2 km de dames avec des bidons pour aller chercher là où de l'eau. Dans un pays comme le nôtre, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors nous, les élites, parce que nous sommes dans une position confortable, nous faisons l'impasse sur ce qui arrive aux autres. À un moment donné, on dit non,
Il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un qui sorte de l'eau pour dire attention, les populations se meurent. Au niveau de la distribution, il y a iniquité, il y a injustice. Notre responsabilité, c'était pas d'être agréable. C'est de dire la vérité quand bien même elle gêne. Je l'ai dit à l'antenne, vous avez été ministre des Transports, ministre de la Communication, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Donc pour le coup, le pouvoir, vous connaissez. Très bien. Très bien même. Très C'est vrai que certains Camerounais en parlent sans la connaissance, mais vous connaissez. À quoi ressemble le quotidien d'un ministre? Chiroma, ministre des Transports, qu'est-ce que j'ai fait? Énormément. J'ai mis en place le péage, le paysage, le fonds routier, le BGFT. Allez voir ceux qui dirigent aujourd'hui les transporteurs routiers. Ils vous parleront de moi. Je suis passé là il y a 30 ans. Ce que j'ai fait, madame, comme ministre des Transports, aucun ministre jusqu'à date n'a fait. Notre terminal à conteneurs, je suis allé acheter les équipements au Japon parce que le Japon avait prêté de l'argent au Cameroun. Cet argent est resté pendant 10 ans sans qu'on s'en serve. On avait commencé à payer déjà les intérêts alors qu'on n'a pas touché au capital. Il a bien fallu que je vienne. Je rends hommage à madame Elisabeth Tanque, qui était à l'époque ministre du Plan, je crois, et qui avait contracté donc le prêt au nom du Cameroun. Cet argent est resté sans qu'on en fasse usage. Il a fallu que je vienne. Je suis allé au Japon. Bref, ce que j'ai fait au transport, extraordinaire. Quel est le quotidien? Moi, j'ai failli en mourir. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu une menace de décollement de mes 2 rétines. C'est-à-dire que j'ai failli tomber aveugle. Pourquoi? Simplement parce que je travaillais. Vous savez, c'était la période la plus difficile du gouvernement. Le gouvernement était resté 4 ou 5 mois sans payer de salaire. Oui, 4 ou 5 mois. Il fallait donc que chaque ministre invente, crée quelque chose pour apporter de l'argent. La taxe à l'aéroport de 10 000, par exemple, c'est parce que l'État était réduit dans cette difficulté qu'il fallait inventer, qu'il fallait créer. Sans loi, j'avais décidé que tous ceux qui vont à l'extérieur ont suffisamment de moyens. Par conséquent, il faudrait qu'ils contribuent à la constitution de cette cagnotte qui permettra à l'État de reconquérir la souveraineté financière et économique. À la communication, je vous assure que c'était le poste où je me suis donné. On a constaté. Dans des circonstances extraordinairement difficiles. Mais ce qui me reste au travail de la gorge, c'est la réhabilitation de la CRTV. Et la réhabilitation de la CRTV a été bloquée par les proches collaborateurs du chef de l'État et du Premier ministre. Vous pouvez développer, s'il vous plaît? Je ne voudrais pas développer, ils le savent. Le chef de l'État lui-même, il le sait. La CRTV aujourd'hui est en train de s'effondrer. Tout est en train de s'effondrer. Simplement parce que des proches du chef de l'État. Non pas. Le président de la République a attribué le marché en 2015. Nous sommes en 2025. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait simplement parce que ses collaborateurs, ses proches, l'avantage qu'ils ont par rapport à nous, c'est que eux, ils ont l'avantage de voir le chef de l'État, ils lui sont proches. Alors on vous présente comme le mouton noir, l'empêcher de tourner en rond. Vous n'aviez pas cet avantage-là? Si j'en avais bien, madame, on ne serait pas là où on est. On a dit le peuple, oui, Chiroma a fait ceci, vous. That's it. Donc, vous avez posé la question, quel est le quotidien, ministre? Que fait-il? Que ne fait-il pas? Alors, le propre du président Biya, lorsqu'il vous nomme conseiller de cabinet, tous les ministres sont assis, je vous donne l'anti-responsabilité. Je vous donne l'anti-responsabilité. Si vous rencontrez des difficultés, vous voyez le Premier ministre ou moi-même. Mais vous avez la latitude, vous êtes investi de ma confiance. Faites votre travail. Chaque fois qu'il a formé un gouvernement, c'est la même chose. Moi, j'ai toujours été un iconoclaste, n'est-ce pas? Quand j'estime que ce que je fais est bon, je ne demande l'avis de personne. Le Premier ministre, c'est le patron, je rends compte. Donc, je prétends que, mais ça c'est de la prétention, que si tout le monde, vraiment c'est de la prétention, si tout le monde faisait comme Chiroma a fait, probablement on ne serait pas là où on est là.
qu'est-ce que le monde retient quand on parle de la communication? Quand on annonce, on me dit, oui, ce soir, Jérôme va encore nous mentir, mais on va quand même l'écouter. Voyez-vous? Simplement parce que le rôle du ministre en charge de la porte-parole, c'est la protection du gouvernement coûte que vaille. Les institutions également. À l'emploi et la formation professionnelle, madame. Je donne un seul chiffre. L'année dernière, j'ai réussi à collecter 14 milliards 600 millions des étrangers qui travaillent au Cameroun parce qu'ils travaillent à la place des Camerounais. De toute l'histoire de notre nation, l'État n'a pas construit un seul centre de formation professionnelle digne de ce nom. Pas un seul. Aujourd'hui, nous avons des centaines de milliers de jeunes Camerounais qui sont au chômage. Non pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, parce qu'ils n'ont pas de métier. Notre système éducatif est à remettre en cause. Notre système éducatif est à mettre à plat. Parce que l'éducation, c'est deux choses. Enseignement général, enseignement technique et professionnel. Oui. On a privilégié que l'enseignement général. Le rôle de l'enseignement général, c'est de préparer les gestionnaires de la richesse. Mais l'enseignement général, je suis désolé, ne crée pas de la richesse. Or, on continue encore à privilégier l'enseignement général. C'est indispensable l'enseignement général. Je ne jette pas l'anathème sur l'enseignement général. Mais notre système éducatif, dès lors qu'il ne permet pas aux Camerounais de travailler, c'est-à-dire qu'il n'est pas bon, il faut le revoir. D'accord. Voyez-vous? Donc, alors, le quotidien du ministre, ça dépend. Oui. Si un ministre attend qu'on lui donne des directives, celui-là, il n'est pas à sa place parce qu'il n'a pas compris le shérif. Parlons d'un autre aspect de la fonction ministérielle. Quelle est la hauteur ou bien quelle est la grandeur du salaire d'un ministre? Et quels sont les avantages liés à cette fonction? Non. Allez aux finances, on va vous donner cette information-là. Le ministre, en tant que salaire mensuel, c'est 2 fois rien. On peut avoir un chiffre? C'est 2 fois rien, mais le ministre a des avantages. Son hôtel, son ceci, son cela, il a un véhicule, il a beaucoup de choses. Donc, le caractère insignifiant du salaire est compensé par les avantages qu'on donne au ministre. L'un dans l'autre, un ministre n'est pas malheureux. Parlons d'un autre aspect de cette fonction ministérielle. Il y a souvent eu des critiques en ce qui concerne le nombre de ministères au sein du gouvernement. Vous, candidat aujourd'hui, quel est votre point de vue sur cet effectif? Je suis candidat, mais pour un gouvernement particulier. Je mettrai en place un gouvernement de transition, dont l'objet est la refondation. Beaucoup de choses vont très mal dans ce pays. Très mal, madame. Un exemple. Le président de la République, à chacune de ses sorties, il a dénoncé les délinquants à col blanc. Il a souvent dit que l'appartenance à une région, à un parti politique, ne saurait constituer une licence pour des travers, pour des machins. Et que tous ceux qui s'attaquent à la fortune publique doivent rendre gorge. C'est ce qu'il nous dit tout le temps. Lui, il a été formé quelque part où vous détournez 500 000 francs CFA, vous avez 10 ans d'emprisonnement. 500 000 CFA, 10 ans d'emprisonnement, il le sait. C'est là où il a été formé. Aujourd'hui, quelle est l'unité de détournement? Vous le savez, non? Un petit peu, non. Faut le dire. Alors, donc, à mon avis, un ministre qui sait ce qu'il veut, qui fixe un objectif. Donc, la fonction ministérielle dépend de l'individu. D'accord. Parce que quand vous arrivez, voilà, je vous donne la responsabilité. Faites-en bien. Faites-en un bon usage. Vous avez mentionné tout à l'heure les avantages liés à la fonction ministérielle. Est-ce que vous pensez que le train de vie de l'État devrait réduire? Absolument. Je vous ai dit que moi, je mettrai en place un gouvernement de transition. Quelle voilure aurait ce gouvernement de transition en termes d'effectifs ou de répartition ministérielle? Écoutez, là, l'État a des difficultés financières aujourd'hui.
nous avons pratiquement perdu la souveraineté, au moins financière. C'est-à-dire que l'État aujourd'hui fonctionne parce que d'abord, nous sommes sous le contrôle strict des institutions financières partenaires, techniques, partenaires. Simplement parce que notre réserve d'échange n'a pas atteint des niveaux satisfaisants pour mettre notre monnaie à l'abri de la dévaluation. L'État ne peut pas donc se trouver dans des difficultés aussi étriquées, aussi intenables, et continuer à avoir un gouvernement pléthorique. Bon, vous le réduiriez comment? Ah oui. Je le réduirais, vous voulez un homme? Non, c'est pas le gouvernement, c'est ça, un gouvernement d'ensemble, collectif. Je prends un exemple aujourd'hui. Nous avons la guerre du Nozo, nord-ouest et sud-ouest. Oui. On aurait dû mettre fin à cette affaire depuis fort longtemps. Fort longtemps. Vous ne pouvez pas vaincre un peuple qui est déterminé. Vous ne pouvez pas. Il faut donc aller à l'écoute. Qu'est-ce que vous voulez? Retrouvons-nous autour d'une table. Vous voulez quoi? Le fédéralisme? Il n'y a pas de souci. On va interroger toute la nation. Nous voulons aller vers le fédéralisme, mais quel genre, quel type? C'est-à-dire, il faut trouver des solutions à tous les problèmes, quelle que soit leur nature. Donc, mon gouvernement sera un gouvernement de transition avec possibilité de relève, un gouvernement intergénérationnel. D'accord. Le nombre de postes, nous étudierons ensemble. Je ne peux pas vous révéler le nombre de postes de ministres, mais sachez une chose. Le gouvernement que nous mettrons en place tiendra compte de beaucoup de paramètres, de beaucoup de facteurs. OK. En particulier, faire en sorte que tous ces jeunes-là puissent travailler. Je vais soulever une problématique et je vais donner une date et vous nous direz où en sera le Cameroun en ce qui concerne cette problématique à la date donnée. Par exemple, en 2026, où sera le Cameroun sur le point de la propreté urbaine? 2026. Oui. Il y aura déjà un nouvel esprit. Le gouvernement que nous mettrons en place, ce sera donc un gouvernement qui sera l'émanation de la volonté du peuple. Dans quel état retrouverons-nous l'état financièrement et autres? Nous ne savons pas. Il va falloir procéder donc à l'audit de l'État. Avant de... Oui, vous arrivez, vous héritez d'une maison. Quelle est la situation financière? Quelle est la situation de l'endettement? Quelles sont les difficultés auxquelles vous devez faire face? Faire un état des travaux. Faire un état des lieux. Donc 2026, dès que nous aurons défini les urgences, oui, il va falloir débarrasser la nation de la poubelle. Parce que la poubelle est un révélateur vraie grandeur du dysfonctionnement. Révélateur vraie grandeur du dysfonctionnement. En 2030, où sera le Cameroun sur le point des voiries municipales? 2030, c'est-à-dire dans 5 ans. Dans 5 ans. Dans 5 ans, le Cameroun redeviendra ce qu'il n'aurait jamais su. C'est d'être, à savoir, un État que l'on compte parmi les États à revenus intermédiaires, c'est-à-dire la prochaine étape vers l'émergence. Lorsqu'on reprend l'économie, on supprime la corruption, le détournement massif des deniers publics, la gabegie qu'il y a, le favoritisme qu'il y a. On met un terme à ça. Madame, les investisseurs viendront investir. J'imagine que ça fait longtemps que vous n'avez pas emprunté une moto-taxi. J'imagine. Laissez une experte vous parler de l'expérience en question. Oui, les motos-taxis, c'est une anomalie. Non, pas la moto-taxi, ce n'est même pas mon problème. Mon problème, c'est le trajet en moto-taxi. Oui, pour parler de la route, je sais que c'est extraordinaire. Non, le mot est faible. C'est un euphémisme. Oui, c'est un euphémisme. C'est une anomalie. Parlons d'une autre anomalie dont je pense que nous avons été victimes depuis le début de cette émission 2 ou 3 fois. Électricité et eau. Dites-moi, en 2030, où est-ce que le Cameroun se situe face à ce problème? 2030. Oui. Dans la paix et la concorde, avec une vision claire,
Les difficultés, les coupures d'électricité et autres, ce sera une affaire du passé. Parce que le développement d'une nation repose sur la disponibilité d'une énergie de qualité à un coût raisonnable. Le monde aujourd'hui est gouverné par Internet. Comment voulez-vous avoir l'Internet si vous n'avez pas une électricité stable, de qualité? Les infrastructures du digital, ça nécessite d'abord de l'électricité et les infrastructures appropriées disponibles. Et vous avez l'économie du digital, Oui. n'est-ce pas? Sinon, l'économie du quantum, parce que dans 10 ans, probablement, on ne parlera pas du digital, on va parler du quantum. Donc, l'économie du digital nécessite de l'électricité de qualité et des infrastructures qui vont avec. En 2030, on pourra avoir de l'électricité et de l'eau courante. Indispensable, madame. Mais sinon, ce serait un drame. Ça l'est déjà. Maintenant, c'est un drame. Mais dans 5 ans, nous sommes aux affaires. Je vous promets. D'accord. On n'ira pas jusqu'à 5 ans. 2 ans, 3 ans terminés. Parlons d'autoproduction alimentaire. Où est-ce que nous en serons dans 5 ans? Une fois de plus, c'est le drame de notre pays. Nous avons tout. Nous importons du riz, du maïs, du poulet, du lait, énormément de choses que nous pouvons produire. Chaque fois que vous importez quelque chose, vous diminuez votre réserve d'échange parce que c'est en devise que vous achetez tout ce que vous achetez hors du pays. Nous achetons pour 1000 milliards, 2000 milliards davantage des choses que nous pouvons produire à la maison. Qu'est-ce qui manque donc pour qu'on le fasse? La vision, la volonté. La vision, la volonté. Notre économie aujourd'hui, elle est telle que c'est difficile de le faire aujourd'hui. C'est difficile de le faire aujourd'hui. Vous savez, il faut fixer la priorité. Nous n'avons pas la souveraineté alimentaire. Oui. Le premier combat qui sera le nôtre, c'est de garantir la souveraineté alimentaire et que le soin de santé soit accessible à tout le monde. Quand le Camerounais peut manger à sa faim, il peut se soigner, je vous garantis que ce pays connaîtra un bond prodigieux. On va continuer à creuser un peu plus vers l'homme. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux? Savoir qu'autour de moi, les gens sont heureux. C'est ça qui vous rend foncièrement heureux? Essentiellement. Ma vie, madame Hélène, c'est le partage. Allez chez moi, allez un peu partout. Pour ceux qui me connaissent, ils vous diront, ma vie, c'est le partage. Ma table, je ne sélectionne pas qui vient partager mon repas. Je ne sélectionne pas. Tous ceux qui sont proches de moi, ils vous le diront. À quoi ressemble la playlist d'Issa Chiroma Bakary? À quoi ressemble? La playlist musicale. Vous écoutez quoi comme chanson? Vous voyez bien que quand vous parlez de playlist, playlist, là, c'est un mot nouveau dans mon répertoire, vous savez. Non. La sélection musicale. Moi, je suis vraiment classique. Je suis très classique. Et vous écoutez qui? Oh, c'est des Charles Aznavour, c'est des... C'est vraiment classique. Ah oui, je suis vraiment dans le classique. Hein. Je ne suis pas... La musique actuelle, j'ai pas de son temps. Je vous prie de me croire que je peux passer 1 an. 1 an. Vous savez, par exemple, le cinéma, je peux rester 10 ans, 20 ans sans aller au cinéma. Même dans mon... Je regarde pas le cinéma. Quel est le dernier film que vous avez vu? Il y a très longtemps, madame. Il y a 10 ans. C'était lequel? C'était Exorciste, je crois. Avec Keanu Reeves. C'est ça. Non, je bien sûr, crois. c'est l'Exorciste qui a Keanu Reeves. Bon, c'était quelque chose comme ça. Vraiment le dernier. Simplement parce que les images me font dormir. Je sais. Le défilé des images, là, à un moment donné, je ne suis plus avec vous. Ok. D'accord. Oui.
Mais bon, en ce qui concerne les livres, j'aurais quand même plus de chance. Quel est le livre qui vous a le plus marqué? Quel est le premier livre que j'ai lu? C'était La non-violence de Gandhi. Ok. J'ai beaucoup lu. J'ai aussi lu un autre, vraiment à l'antipode. À l'antipode, vraiment. Mein Kampf. Machiavel, je savais. Mein Kampf de Hitler. Wow. Oui. Et, oui. Ce sont deux extrêmes. Vraiment à l'antipode, oui. Alors, c'était lorsque j'étais apprenti syndicaliste, lorsque j'étais dans la formation du syndicat, je lisais énormément. Mais surtout, j'ai été séduit par Gandhi, l'histoire de l'indépendance de l'Inde. Comment il a réussi cet homme-là, malgré qu'il ait fini poignardé par un fanatique. Donc, aujourd'hui, ce qui me passionne, c'est la spiritualité. Ok. C'est vraiment la spiritualité et puis l'expérience des grands hommes. Est-ce que la spiritualité vous aide dans les moments difficiles? D'ailleurs, quel est le moment le plus difficile que vous avez vécu? Le moment le plus difficile que j'ai vécu de ma vie, c'était le jour où on m'a arrêté. En 84, oui. On m'arrête à Douala, on m'amène directement à l'aéroport où je prends un avion. J'arrive donc à l'aéroport, on m'amène à la PJ. Là, il y avait une cellule réservée aux malfrats, où on faisait tout là-dedans. On les a sortis tous. On m'y a gardé tout seul, au motif que j'étais très dangereux. Il fallait pas que je communique avec quelqu'un. Ce jour-là, j'ai passé toute la nuit debout. Debout. Simplement parce qu'il fallait que je cherche un peu l'oxygène peu pollué à travers une petite ouverture là. Simplement parce que là où j'étais, c'était invivable, c'était insupportable. Je sortais donc de mon petit confort de jeune ingénieur de chemin de fer avec ci ou ça, et du coup, je crois que nous avons subi des situations extrêmement pénibles en prison. Extrêmement pénibles, il n'est pas question. Mais la chose qui m'a marqué, parce que j'étais tout seul. Vous savez, la souffrance, quand vous êtes nombreux, elle affecte, elle est plus acceptable. Oui, elle a l'air atténuée. Oui, mais quand vous êtes tout seul, vous avez l'impression que c'est le monde qui s'écroule autour de vous. Puis après, évidemment, je vous dis, nous avons connu de très grandes douleurs, de très grandes souffrances. Mais ce qui m'a impressionné, c'est vraiment ce jour-là que j'ai passé à la PJ, tout seul, dans une cellule où l'oxygène avait disparu. Il y avait plutôt ce que l'autre appelait la moufette. D'accord. Et comment vous faites pour surmonter les moments de doute, de souffrance? Vous avez parlé de la spiritualité. C'est ça. Oui. C'est ça. Ce qui nous a permis de surmonter, c'est vraiment la spiritualité. La spiritualité, c'est ça. C'est aussi ma vie. De quoi avez-vous peur aujourd'hui? C'est de n'être pas compris. Quel est le défaut que vous reconnaissez chez vous volontiers? Ouf. Il y a la négligence. La négligence. Yes. C'est pas, peut-être le terme n'est pas approprié. Rien ne me met outre mesure. Ah non, mais c'est peut-être le détachement. Oui, le détachement, c'est pas de la négligence. Voilà. Non, c'est le détachement. À un moment donné, je pensais, c'est à se demander si j'incarne même le corps. Voyez-vous? C'est vraiment le détachement. Bon, et puis aussi, peut-être pas la négligence, mais je donne pas l'importance à... So, you have described yourself as a bridge between North and South, between the old and the new. But many Cameroonians today resent the very system that you once helped to build, and within which have thrived. So, do you understand why a disillusioned public is hard for them to take your credibility at face value? Well, thank you for giving me this opportunity. I am sorry because of this distrust. People do not trust me. Maybe
I don't know exactly what kind of proof can I give them to convince them to trust me, to believe in what I am doing, what I have been doing. In my capacity as a minister, I have demonstrated my ability to create, to innovate, to pick up all challenges, no matter how tough they may be. I did it in my life. And this will always be the way that you said that it's very difficult to trust me because of what I did in the past. I was involved with the government, CPDM government, yes, for a good deal of time. Why don't them understand that? Let them make their opinion on what I did, not on what they perceived. Even what they perceive. I have been Minister of Transport for 4 years. I would like them to analyze, let them make their opinion. Let it based on what I have fulfilled and the condition in which I found myself to fulfill them. As I said, I'm very much proud of what I achieved. Okay. Because I am convinced that if you dislike Chiroma, very difficult to find to have very positive opinion on him, because your mindset is it's already set out in a certain way. Yes. So the opposition appears now to be regrouping into a potential coalition against the ruling party. But back in the days, in La Vérité en Face, it's a program on Equinox Television, January 5th, 2020, you highlighted the President's phobia tactical skills in outmaneuvering opposition back in the 1990s. And how do you intend now to defeat a political strategist with with less or more than 50 years of experience? I understand your question, very, very relevant, very pertinent. I agree with you. But the conditions have already completely changed. For the first time since 1982, all Cameroonians, irrespective of their position, tribe, religion, and political party, like one person, all Cameroonians are fed up. They are tired. They don't like CPDM and President Biya at the helm of our nation. I said, this is the first time. Very difficult today to find people who may have favorable or positive opinion about this government today. So to outmaneuver what is done, it is easier than what would be necessary some few years ago during the last presidential campaign. It is more easier today than it was before. Yes. How do you respond to people who think that the power should return to the North? No. This opinion is not the good opinion. No. Okay. No. Those who think that power must return to the North, they base their opinion on what Aidjo did during his tenure of power, 60 and 82. They base their opinion, favorable opinion there. But I say that let them base their opinion on what they saw, what the assessment they themselves have, because I did or any other Northerners has a deed. Y aurait-il des discussions pour une potentielle coalition avec l'UNDP ou d'autres partis politiques, des candidats? C'est toute la classe politique qui devait faire chorus, qui devait s'unir pour proposer un candidat qui soit un candidat consensuel face à M. Biya.
Vous posez la question de savoir s'il y a oui. Si vous êtes en discussion dans ce... Oui, incontestablement, madame, oui. D'accord. Maintenant, si vous me posez la question, où est-ce que vous en êtes, je vous dirai que je ne vous répondrai pas. Seriez-vous prêt à renoncer à votre ambition personnelle si c'était la seule condition pour battre le régime en place? Bien sûr. C'était rapide comme réponse. Oui, bien sûr, parce que les égos ont été des obstacles infranchissables en 92. J'ai été un acteur majeur lors de la coordination des partis politiques. Nous avons été les pères fondateurs de l'opposition. Je dis père fondateur, avec un double blague. Malheureusement, les égos, les intérêts individuels ont eu raison de l'espoir du peuple. Nous avons également eu une autre tentative avec la coalition des partis politiques. J'ai eu le privilège d'être le modérateur de la séance qui devait désigner le candidat unique de l'opposition. Malheureusement, là également, les égos ont pris le dessus sur l'intérêt national. Je souhaite que celui-ci, ce coup-là, soit le bon. Cette élection, c'est pas une élection ordinaire. C'est une élection extraordinaire. You have to answer in one word. I ask you a series of quick questions and you must answer with just one word. If it is possible to answer with just one word. Yes. So, a word to describe Cameroon today. To describe Cameroon today? Yes. Terrible mess. Those are two words, but okay. A word to define your relationship with the current government. Very difficult. One word. What I can say is that there is no link between this government and Chiroma. Today. And this is final. This position is not negotiable. Okay. My commitment is to be part of the process aiming at getting rid of CPDM and its leader. They have to go. One word to sum up your vision of power. Power has to be a device, a tool at the service of the people. A tool at the service of the people. Yes. Thank you. A word for the youth. The future of this nation, but they have to be trained. One word for Cameroonians in the diaspora. This is the cream. Let them keep in mind that the nation needs them. I'm ready to give them the dual nationality. What about Cameroonian culture? A word? Possible to improve it. What about sports? Very, very necessary. A word for national unity. Indispensable. A word for our defense forces. We have to encourage them. One word that sets you apart from the other candidates. I am different. I'm very different. Si demain, vous n'êtes pas élu, imaginons, quel est le rôle que vous tiendrez à la suite de ces élections? Vous serez conseiller, opposant, au retrait de la vie politique? Je continuerai ce que j'ai toujours fait de mon existence. Partager, partager, partager. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir honoré ce rendez-vous. Merci d'avoir été l'invité de cette interview spéciale présidentielle. Merci beaucoup, je vous remercie. Nous venons de partager un moment de vérité avec Issa Chiroma Bakary, candidat à l'élection présidentielle 2025. Nous avons pu découvrir derrière l'homme politique le parcours, les rêves, les épreuves, les ambitions. Chacun a retenu ses engagements, ses mots. Maintenant, c'est à vous de choisir, car la démocratie, c'est avant tout votre choix. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner et à partager pour plus de contenu sur Season Media.